Merci de nous rejoindre après ce documentaire et avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Claude Noël. Vous êtes urbaniste. Également sur ce plateau, Elisabeth Chaumont, vous faites partie d'une association, l'association Saint-Augustin à Bordeaux. Et puis enfin, Philippe Barbedienne, vous êtes le directeur de la CEPANSO Aquitaine. Merci à tous les trois. Merci d'être sur ce plateau. Alors, peut-on conjuguer biodiversité et urbanité? Alors, j'ai envie de vous poser la première question, Marie-Claude Noël, puisque vous êtes urbaniste. Est-ce que ces deux notions, à la fois la biodiversité et la ville, est-ce que ces deux aspects sont conciliables? Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est que la ville, c'est vraiment un milieu où il se passe beaucoup de choses. C'est un milieu où on vit, donc c'est un milieu où on habite, c'est un milieu où on se déplace, c'est un milieu où on travaille, c'est un milieu où on a des loisirs, on emmène les enfants à l'école, et c'est un cadre de vie. Donc effectivement, c'est vrai que ce cadre de vie, c'est important pour l'occupant, pour l'habitant. Et donc, du coup, c'est important pour la biodiversité aussi. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on parle de plus en plus de la ville verte. Donc, on a envie d'une ville qui soit plus plantée, qui ait plus d'espace vert, qui ait par plus exemple, de si nature. On cite des quartiers qui sont sortis de terre ici à Bordeaux, des écoquartiers, et ils correspondent ou ils répondent à cette nécessité de faire une ville plus écologique. Alors, plus ou moins, parce que d'abord, souvent, quand on entame un projet, on commence souvent par faire place nette, c'est-à-dire qu'on coupe les arbres qui peuvent éventuellement être présents. On pose le projet en intégrant des éléments de nature, mais effectivement, on replante souvent des petits sujets. Et donc, il est dommage qu'on ne prenne pas en compte plus tôt, justement, la place de la nature dans la ville avant même de commencer à dérouler le projet. Parce que quand on coupe un arbre, c'est aussi la place à la biodiversité qu'on annule un peu. Alors, Philippe Barbedienne, vous êtes le président de l'association CEPANSO. Directeur, pardon, l'association CEPANSO. Ouais. Alors, c'est une association, évidemment, environnementale. Est-ce que, je posais la même question, est-ce que ça vous semble une hérésie, vous, biodiversité et urbanité? Alors, c'est pas une hérésie, mais il faut quand même avoir à l'esprit que la ville n'est pas le meilleur endroit pour que la biodiversité se développe. Ceci dit, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer de faire en sorte qu'elle se porte le mieux possible dans les possibilités, dans les capacités qu'on lui laisse de réinvestir la ville. Mais la ville ne sera jamais un haut lieu de biodiversité, comparativement, par exemple, à la forêt, à la montagne, à la mer, aux zones humides. Ça n'a aucun rapport. C'est pas du tout dans les mêmes proportions. Mais cela dit, il y a des efforts qui sont nécessaires et louables. Et puis la ville, on a besoin ne serait-ce que de verdure pour respirer quand il fait très chaud. Et quand on est dans une ville totalement minérale, sans arbres, sans végétation, on souffre énormément de la chaleur, beaucoup plus que dans la campagne. Donc, il y a déjà cette nécessité. La biodiversité, elle apporte des services. On va essayer de voir, au fond, comment on peut rendre ces villes un peu plus vertes ou un peu plus vertueuses. Alors, Madame Chaumont, Elisabeth Chaumont, vous êtes, je le rappelle, donc membre d'une association, Saint-Augustin, qui est un quartier de Bordeaux. Oui, tout à fait. C'est une association qui a été créée en 2005. 2005, voilà. Il y a 10 ans, et qui s'appelle l'Association 2015. Donc, voilà. Au fond, pourquoi 2005-2015 Elle a été créée en 2005 par 12 membres, jeunes retraités, qui ont voulu faire quelque chose pour ce quartier-là. Et donc, ils se sont donné 10 ans. Donc, ils ont donné le nom 2015 parce qu'ils se donnaient 10 ans pour faire quelque chose dans le quartier. Et puis, à la fin de ces 10 ans, c'était dommage d'arrêter là. Donc, ils ont recruté et j'en fais partie. Donc, on essaie de continuer ce beau projet d'association qui permet d'accueillir, d'informer, de faire rencontrer les gens. Voilà. Donc, chacun a sa fonction là-dedans. C'est ça. Et puis, vous direz, au fond, quelles sont les actions que cette association mène, justement, qui concourent à rendre les villes plus écologiques, peut-être plus, c'est ça, plus vivantes, plus vivables plutôt, c'est ça? Oui, au niveau de l'écologie, on a créé les Mains Vertes. Donc il y a quelques membres là dans l'association qui essaient de reverdir un petit peu le quartier, de planter des fleurs, voire des arbres, ce qui est difficile quand même, et le rendre plus joli, mais aussi pédagogiquement, c'est intéressant. Voilà. Alors, il faut bien avouer qu'il y a aussi quand même une volonté politique, c'est un enjeu économique. Devant l'urgence écologique, évidemment, cette question de l'écologie, elle impacte tout le monde, et y
compris les villes, parce que c'est une notion qui aujourd'hui, vous allez nous en parler, vous qui travaillez sans doute avec les politiques, il n'y a pas de projet, au fond, aujourd'hui, urbain, sans qu'il y ait ce volet écologique, Madame Noël. En tout cas, il y a un affichage effectivement pour que les villes soient plus vertes, mais ce sont des démarches qui sont croisées et qui sont vastes. Donc il ne s'agit pas de voir qu'un petit bout de la lorgnette. Alors on évoquait la présence de l'arbre, vous l'évoquiez aussi avec le jardinage. Ça, c'est vraiment très important. Pour la biodiversité, on parlait d'arbres, mais il faut aussi que justement il puisse y avoir des continuités vertes. Et c'est ça l'idée, parce que donc il s'agit de planter beaucoup plus, mais il faut aussi créer des trames qui permettent d'aller d'un jardin public en utilisant par exemple une avenue plantée, La facilité de déplacement, c'est ça. Aller par exemple vers le fleuve, si on prend Bordeaux, où on retrouve éventuellement en bord de fleuve une ripisylve. C'est justement créer ces conditions de développement d'une biodiversité. Quand vous dites ça, c'est pour créer des cheminements, c'est ça? Alors c'est à la fois créer des cheminements qui sont agréables à vivre pour le piéton, mais qui ont aussi un et intérêt... qui ont un intérêt aussi naturaliste pour effectivement permettre à une certaine biodiversité d'être présente. Ça, on peut le dérouler de multiples manières, parce qu'il y a aussi toute cette question justement du développement de jardins partagés, qui sont aussi une autre forme de végétalisation, qui sont d'autant plus intéressantes, je pense que c'est un peu votre projet, c'est que ça permet aussi d'avoir des relations humaines et de travailler autour de projets de cette nature. Oui. Alors Philippe Barbedienne, il y a aujourd'hui des contraintes quand on construit. Vous nous le direz, il y a des PLU qui réglementent aujourd'hui les constructions, dans lesquelles on intègre justement des zones qui sont des zones à préserver, qui concourent à ce que ces villes soient plus accueillantes, elles soient plus écologiques, entre guillemets. Donc ça, c'est incontestable. Aujourd'hui, vous diriez que on développe mieux les villes aujourd'hui, où la densification est mieux maîtrisée qu'elle ne l'était? Je veux dire que les villes sont mieux réfléchies qu'autrefois. On essaye de les rendre agréables pour leurs habitants, et puis, j'allais dire, hospitalières un petit peu pour la faune sauvage. Cela étant dit, il ne faut pas non plus... hospitalière pour la faune sauvage, c'est-à-dire que quand vous faites des jardins, quand vous plantez des arbres, tout ça, c'est plus hospitalier que quand il n'y a que du béton. C'est une évidence. Cela étant dit, quand vous mesurez la capacité à abriter la biodiversité, la capacité des arbres, vous voyez très vite qu'un jeune arbre n'abrite très peu de biodiversité par rapport à un arbre adulte ou vieillissant. Or, en ville, en général, on n'aime pas trop laisser vieillir les arbres. On préfère les remplacer par des jeunes sujets. C'est beaucoup moins riche en biodiversité. Donc ça, c'est limite. Et puis, il y a un point qui est très important aussi, et là qu'on a toujours tendance à occulter, parce que ce qu'on cherche d'abord, c'est à se donner bonne conscience. Et notamment, les dirigeants, les élus cherchent à se donner bonne conscience en verdissant un petit peu la ville. Mais il y a aussi le poids de la ville sur les campagnes avoisinantes. Parce qu'une ville ne se suffit pas à elle-même. Une ville, elle a besoin d'infrastructures. Et quand on construit une infrastructure de transport, une autoroute, une LGV, ça consomme des milliers d'hectares. Elle a besoin d'énergie. Donc, quand on va construire des centrales énergétiques, ça se passe, on les implante à la campagne. On consomme du territoire naturel. Elle a besoin j'allais dire, de déchets, enfin de stockage de déchets ou de pôles d'élimination des déchets. Ça se passe aussi à la campagne. Toutes les industries, j'allais dire, qui apportent des nuisances à la population sont implantées à la campagne, de préférence loin de tout, donc dans les zones les plus préservées jusqu'à maintenant. Quand vous prenez un espace, vous dites qu'il va falloir l'implanter à plus de 500 mètres de toute habitation, vous êtes sûr que vous allez implanter un espace extraordinairement intéressant. Donc voilà, il ne faut pas oublier que dans les villes aussi ont un impact négatif. Alors, on verdit bien à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur, la ville fait très mal à la campagne. Voilà. Alors, Elisabeth Chaumont, vous êtes conscience écologique que vous avez, vous, dans cette association, évidemment. Alors, vous militez pour ça. Oui. Comment ça se passe, votre action militante? Elle se développe comment? Alors, il y a déjà sur place, donc, dans le jardinage partagé. On invite aussi les enfants dans le quartier. On en fait, ça avance doucement, mais on le fait, on y arrive. Et puis après, on fait un petit journal aussi par trimestre dans lequel on consacre une page de développement durable. Et donc là, on annonce pas mal de choses pour, en tant que citoyen, essayer d'améliorer les choses dans la consommation notamment. Et ça, c'est très important. Voilà, la consommation est très importante pour essayer de limiter tous les plastiques, de limiter plein de choses.
et aussi dans la nourriture, aussi pour faire travailler dans la campagne les agriculteurs, ceux qui font les choses bien. Donc voilà, on essaie d'agir à ce niveau-là et de les convaincre. Alors, paradoxalement, cette biodiversité, elle s'épanouit, parfois on le constate, davantage en milieu urbain qu'elle ne le fait en milieu rural. Alors, c'est un paradoxe, mais on l'a vérifié avec, par exemple, les abeilles. Il y a une tendance à mettre des ruches en ville, et on s'aperçoit que ces abeilles se développent beaucoup, enfin, en tous les cas, très très bien en ville. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ça, Marie-Claude Noël ? C'est un paradoxe sans en être tout à fait un, parce qu'on sait que les pratiques culturelles qui sont utilisées actuellement de manière majoritaire dans le monde agricole, effectivement, avec les pesticides, tous les entrants qu'on met dans la terre, génèrent des pollutions et donc du coup ne favorisent pas le développement effectivement des insectes dans l'espace rural, et que finalement des efforts ont été faits pour le coup en matière de production plus raisonnée en ville. On utilise pour les espaces verts, on utilise de moins en moins de pesticides en ville. Et donc, du coup, de ce fait-là, c'est vrai qu'on voit des oiseaux en ville, ce qui n'était pas le cas. Enfin, il y a je sais qu'à un moment, il y a des associations qui ont fait un travail autour de la présence de l'oiseau en ville. Et puis, c'est vrai que maintenant, on met des nichoirs, les urbains ont vraiment besoin de la présence de la nature et donc participe, et c'est ce que vous indiquez, mais c'est extrêmement important de garder le contact aussi justement avec la terre nourricière, si je peux dire. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles pas mal d'associations travaillent en ce moment. Ça permet de rebondir sur ce que vous disiez par rapport au fait que la ville, elle dépend de la campagne et vice-versa. Et c'est vrai que la ville, elle doit préserver sa ceinture agricole, sa ceinture maraîchère, laitière. Et elle peut aussi faire une nouvelle forme d'agriculture en ville. En tout cas, le fait est qu'on a vu le développement effectivement des abeilles. Alors, il y a une polémique là que j'ai entendue il y a peu de temps. Sur les abeilles. Sur les abeilles. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de ces questions. Qui laisserait entendre que les abeilles domestiques, entre guillemets, nuirait finalement au développement, enfin au maintien dans un espace qui leur convienne des espèces plus sauvages. Oui, parce voilà. qu'elles mangent au fond, elles mangent, il n'y a pas suffisamment de concurrence. Il y a une concurrence donc sur les pollens. Mais bon, l'implantation des ruches, ça a eu des vertus pédagogiques et puis aussi intéressantes malgré tout. Moi, j'ai pas d'avis arrêté sur cette question. Je suis pas spécialiste. Après, ce qu'on appelle l'abeille domestique, c'est une espèce à l'origine qui était sauvage, qui peut vivre à l'état sauvage, et dans les forêts anciennes, avant qu'il y ait tous les nuisibles qui lui portent tort, le frelon asiatique, le varroa, tout ça, il y avait des colonies sauvages d'abeilles domestiques. Abeille domestique, c'est le nom, mais elle peut être domestique ou naturelle. Et il y avait autrefois, dans les vieilles forêts, des cavités dans les arbres où il y avait des abeilles domestiques qui se comportaient en pollinisateurs sauvages. Donc, un petit peu d'abeilles domestiques ne nuit pas. Ce qui nuit, c'est une surconcurrence sur la ressource alimentaire. Effectivement, qui n'est pas suffisante en ville. Voilà, si vous avez des apiculteurs qui emmènent des nuit aux populations sauvages. Si vous emmenez des centaines de ruches en ville, c'est vrai que ça va concurrencer durement les abeilles sauvages. Si vous mettez une ou deux ruches sur quelques toitures, c'est sans aucun problème, de mon point de vue. Ouais. Oui, et puis c'est une alerte. Enfin, quand on voit que les abeilles disparaissent aujourd'hui, c'est vraiment une alerte qui nous est donnée à nous d'être vigilants sur ce que devient effectivement notre biodiversité. Parce que pour le coup, c'est vraiment un marqueur d'un vrai problème qu'il y a aujourd'hui. Oui, pas seulement d'ailleurs en ville, mais dans la partout, protection des espèces. L'abeille, c'est le marqueur. Et justement, Elisabeth Chaumont, Marie-Claude Noël disait, les urbains, ils ont besoin de ce retour un peu à la nature. Et dans la cité, on a besoin de verdure, on a besoin d'entendre un peu le chant des oiseaux. Tout à fait. Et donc, c'est un sentiment très urbain, nouveau. Nouveau, je ne sais pas. Peut-être qu'on n'en a plus assez. Et donc, on a envie de nouveau. C'est possible que les gens en ont conscience maintenant, et tant mieux.
Mais c'est vrai que dans la ville, il faut, même si c'est pas une nécessité absolue, on en a quand même besoin. Ouais. C'est quand même important tout ça. Et puis, il faut jamais oublier les arbres, jamais oublier la nature où qu'on le soit. Ouais. On en a besoin. Si on bétonne tout, si on goudronne tout, on favorise les inondations, on réchauffe la ville, donc plus de climatisation, un mal-être aussi qui est là. Donc il ne faut pas oublier cette nature, où qu'on soit, et y compris en ville, malgré les immeubles, il faut avoir des arbres de temps en temps, il faut mettre des fleurs, il faut pas l'oublier. Mais vous qui êtes attentive à ce retour, un peu, enfin cette perception de la nature en ville, est-ce que vous avez constaté qu'il y a on parlait des oiseaux, des espèces d'oiseaux que vous ne voyez plus et qui reviennent, est-ce que vous observez tout ça? Un petit peu, oui. Ouais. Effectivement, il y en a davantage. Après, ça dépend peut-être des quartiers. Je suis dans un quartier où effectivement, il y a pas mal de retours, j'en ai beaucoup autour, mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait partout dans la ville. Ouais. Et vous parliez de l'eau, parce que c'est important, l'eau, c'est cette eau qui ruisselle avec le béton, cette eau qui, au fond, qui est perdue. Il y a sans doute des moyens, parce que pour essayer d'amener un peu de biodiversité, il faut aussi gérer le problème de l'eau, des pluies. Dans les villes, on sait que c'est un vrai problème, parce que ces eaux, elles ruissellent, elles ne sont pas canalisées, il n'y a pas de fossé, donc elles créent pas, elles sont pas des sources de biodiversité. Elles ne sont pas des sources de vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple? Là, c'est très compliqué, parce que vous allez avoir des problèmes énormes de gestion des populations de moustiques avec les riverains. Les gens ne supportent pas les moustiques. Avant, il y avait des rivières qui étaient à ciel ouvert. À Bordeaux, il y avait le Peug, la Deveste, tout ça qui passait dans Bordeaux, et tout a été canalisé, mis sous buse, en souterrain, parce que justement, c'était des sources de nuisances à cause des moustiques. Alors, il faut arriver à concilier les deux. Alors, effectivement, des zones humides en ville, ça va être très difficile à gérer. Ou alors, il va falloir qu'elles soient complètement aseptisées à coups d'insecticides pour pas qu'il y ait de moustiques qui nuisent aux riverains. Ouais. Donc là, on est quand même dans une contradiction. C'est-à-dire qu'on veut plus de biodiversité, mais en même temps, c'est des nuisances. On n'est pas... On voudrait la sélectionner. En même temps, je crois qu'il faut la retrouver, cette place de l'eau dans la ville, parce que c'est important. Oui. C'est important pour le cadre de vie, les fontaines. Effectivement, on a abusé beaucoup tous les cours d'eau, les estailles. On a besoin de redécouvrir la présence de l'eau. Et après, il y a aussi des traitements de lutte biologique contre les moustiques. C'est jamais neutre. Il y a les chauves-souris aussi qui ont un rôle qui peut être intéressant. C'est justement, là, c'est la lutte intégrée. Hein. On peut trouver aussi des systèmes, et je pense qu'on peut concilier les deux choses. Et puis, si on a un gros problème éventuellement d'inondation et d'écoulement des eaux, c'est parce qu'on a un problème d'imperméabilisation des sols. Oui. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Et je pense que... Ça, c'est le bitume, il faut bien dire. C'est le bitume. Mais on pourrait utiliser... Il faut des matériaux perméables. Des matériaux beaucoup plus perméables, évidemment pas pour tout, mais toute une série de surfaces pourrait avoir des matériaux beaucoup plus perméables, en particulier des stationnements, où maintenant il y a des tas de dalles, de revêtements... divers qui laissent passer l'eau. Et ça, c'est parce qu'on est quand même, tout le monde le constate chaque jour, toutes les inondations qui se développent de manière très importante. Et ça, c'est vraiment parce qu'à un moment donné, l'eau, elle n'arrive pas à s'écouler. Et ça, c'est vraiment un souci. Donc, je pense qu'il faut penser aussi des cheminements perméables qui permettent effectivement... plus gros écoulement des eaux. On vit dans une ville qui est très imperméabilisée. On a des places qui sont très imperméabilisées, globalement, ici à Bordeaux en particulier. Surtout dans les centres-villes, il faut bien le dire, parce que là où il y a une densité forte et où, au fond, il y a moins de possibilités de laisser de l'espace alors justement, on voit... Oui, vous vouliez rajouter... Je voulais revenir sur les oiseaux, parce qu'il y a une chose qui est remarquable, c'est qu'on voit des espèces qui sont arrivées en ville, mais... Généralement, ce sont les espèces opportunistes et généralistes qui s'adaptent le mieux aux conditions de vie dans la ville. Mais les espèces vraiment spécialisées ont plus de difficultés. Autrefois... C'est-à-dire, c'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple du martinet noir.
il y a quelques dizaines d'années, il y avait des nuées innombrables de martinets les soirs d'été qui tournoyaient dans la ville. En ce moment, il y en a moins. Mais enfin, ça en ce aussi, moment, oui, mais à la en belle fait, saison. on en a plus voulu. C'est comme les étourneaux qui investissent. Je suis même pas sûr qu'on en ait plus voulu, mais de fait, le bâti moderne n'est plus accueillant pour ces espèces. À Mériadec, dans les tours de verre, vous n'aurez pas un nid de martinet, c'est impossible. Le martinet, il va nicher sous les tuiles, dans les vieilles toitures, comme ça. Mais sur des immeubles en béton qui ont absolument aucune cavité, vous n'avez pas d'espace pour permettre aux martinets de nicher, ni aux chauves-souris non plus de se gîter. Donc, il y a aussi une question, et les oiseaux... Ça, c'est la conception des bâtis, vous dire qu'aujourd'hui... Conception des bâtis, mais et aussi alimentation. Une espèce opportuniste comme le pigeon ramier, la palombe, qui est arrivée en ville il y a une vingtaine d'années. Alors là, il y en a beaucoup. Là, c'est problématique, même. alors, non? Non, c'est pas dramatique non, du tout. Non, problématique, j'ai pas dit dramatique. Non plus, parce que les pigeons ramiers se posent de préférence sur les arbres et ils souillent moins les façades des bâtiments. Mais est-ce que c'est un vecteur ou un élément de biodiversité? La palombe, bien sûr. Les pigeons, les palombes les palombes. Alors, le pigeon des villes, je suis un peu moins attaché au pigeon des villes, mais la palombe, le pigeon ramier, c'est un élément de biodiversité, comme la corneille noire, comme la pie, comme le jet des chênes, comme tout un tas d'espèces qui sont arrivées en ville. Qui sont, il faut bien le dire, d'abord des oiseaux migrateurs, donc qui viennent se fixer. Alors, certains sont migrateurs, la palombe est migratrice, mais pas partout. Dans nos régions en France, elle est sédentaire. On voit arriver des contingents qui viennent d'Europe du Nord ou de l'Est, mais il y a des populations sédentaires qui ne migrent pas. Donc, ils ne sont pas tous migrateurs. Le jet des chênes, qui est arrivé, à ma grande surprise, en ville il y a quelques années, moins d'une dizaine d'années, il n'est pas migrateur. Fondamentalement, il est sédentaire. Et là, lui, je croyais qu'on ne le verrait jamais à Bordeaux. Je l'ai vu à Bordeaux depuis quelques années. Il devient assez, pas très répandu, mais assez présent. Voilà. Mais moi, je vois des rouges-gorges et des mésanges aussi. Rouges-gorges, des rouges-queues, les mésanges, oui, bien sûr. On en voit quand même. Aussi. Oui, mais alors là, vous parlez d'oiseaux qui sont évidemment très sympathiques et qu'on a tous envie de voir, mais on a aussi vu des exemples de villes qui voulaient repousser certaines colonies d'oiseaux. Je parle aux étourneaux, des étourneaux qui font des souillures sur les voitures. Et pour lesquels on a essayé de trouver des solutions pour ne pas qu'on les retrouve dans les villes. C'est-à-dire qu'on a coupé des arbres, par exemple. Oui, mais justement, ça montre bien qu'on s'éloigne beaucoup quand même de la nature. Alors, en même temps, vous avez raison, les gens ont envie d'aller vers et supportent assez mal les inconvénients. C'est comme quand on veut planter, mais il ne faut pas de feuilles par terre. Et parce qu'on peut glisser, voilà. Donc effectivement, la nature, elle peut pas être totalement domestiquée. Mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup de petites initiatives, moi je trouve, autour des jardins partagés. On peut aussi faire des jardins en pied d'immeuble. Ça réintroduit de la vie sociale. On peut aussi imaginer qu'il y a des tas de délaissés en ville, hein, des espaces qui servent à rien, des petits îlots qu'on pourrait aussi confier à des associations pour justement faire, pourquoi pas en faire des refuges de biodiversité, en faire des jardins alimentaires. Ça permet de créer du lien social et ça permet de redécouvrir ce lien à la nature qu'on oublie vraiment, quoi. Alors à la fois on en a très envie et en même temps on ne veut pas les inconvénients. On n'en veut pas vraiment pas les inconvénients, mais parce qu'on l'a trop oublié, je pense, cette nature-là. Elisabeth Chaumont, ça fait partie au fond du travail d'une association comme la vôtre d'être un peu pédagogique et au fond d'expliquer à ceux qui vivent en ville qu'il y a à la fois des vertus mais aussi des avantages mais aussi des inconvénients. Et vous remarquez vous que c'est difficile cette conciliation? C'est assez difficile, oui. Plus ça va, plus les gens ne veulent pas les inconvénients, alors qu'il y en a dans tout de toute façon. Quels que soient les choix, on va en trouver, donc il vaut mieux les accepter. C'est pas toujours évident. On fait de temps en temps des ateliers pour ça, mais voilà. Enfin, globalement, les gens ils sont très en recherche de nature malgré tout. Et plus en plus, quand il y a des arbres qui sont coupés, il y a quand même des gens qui se mobilisent dans les quartiers pour dire nous, on ne veut plus que les arbres soient abattus. Et précisément parce que les gens savent bien que ça joue un rôle majeur. On parle d'îlots de chaleur et toutes ces questions on a vu cet été, plus de 40 degrés à Bordeaux. La ville concentre les activités et les hommes et ça génère des microclimats qui créent un îlot de chaleur. Et l'arbre, ça, tout le monde le comprend, ça fait de l'ombre. Hein. Donc, c'est déjà un premier effet assez immédiat. Et plus la canopée
et horizontale et protège, plus ça fait Alors, il y a les d'ombre. fontaines d'eau, hein, les gens vont se Voilà. baigner dans les fontaines Et pour donc, se rafraîchir. Bon, Voilà, ça- donc, mais ça, c'est vraiment important que cette dimension, elle soit présente et elle ne soit pas oubliée. ouais. Vous parliez justement tout à l'heure de la dimension urbaine, enfin des bâtiments, la construction des bâtiments. Cette dimension un peu, vous en parliez tout à l'heure, mais vous parlez on voit des murs végétaux, végétalisés de plus en plus, ou des jardins suspendus. Ça correspond à cette idée qu'on peut amener justement à travers ces murs végétaux, ces jardins, de la biodiversité. Est-ce que ça fait partie aujourd'hui justement du cahier des charges quand on a un projet urbain? Est-ce que ça fait partie du cahier des charges, ça? Pour l'instant, ce sont quand même des projets d'architectes qui sont assez peu développés. Enfin, quand on se promène en ville, on ne voit pas autant que ça d'immeubles, effectivement, avec des murs végétaux, avec des aménagements spécifiques pour la biodiversité. On ne peut pas dire que ça, on en trouve à tous les carrefours, malgré tout. Hein. Bon, je pense que ce sont des initiatives intéressantes, des recherches qu'il faut poursuivre, au même titre qu'on commence à développer de l'agriculture dans les immeubles, hein, sur les toits. Dans les caves aussi, mais voilà, là... enfin, voilà, il y a plein de réflexions qui émergent. Mais pour l'instant, c'est quand même assez balbutiant malgré tout. Ouais. Philippe Barbedienne, qu'est-ce que vous verriez, vous, pour, au fond, améliorer la biodiversité, les écosystèmes dans les grandes villes? Les écosystèmes, c'est très complexe, hein, mais pour améliorer la biodiversité dans les grandes villes, il faut aller sur le chemin qu'on a commencé à prendre, c'est-à-dire bannir les pesticides, et puis essayer de reverdir tout ce qui peut être reverdi. Et c'est là que l'association de Madame a un rôle très important, parce que... Association Saint-Augustin. Voilà, des associations de quartier comme 2015. ça qui communiquent dans l'entourage immédiat, qui expliquent les choses à leurs concitoyens, mais c'est essentiel pour le fonctionnement de la ville, parce que les gens qui sont ensuite convaincus vont aller dans le bon sens. Donc je pense que ces associations ne sont pas du tout en opposition avec j'allais dire, les grandes associations. C'est totalement complémentaire et c'est essentiel pour l'amélioration du tissu urbain. Voilà. Mais alors, on va vous poser une question très simple. La transformation de Bordeaux avec le tramway, qui a été une révolution urbaine, qui a changé au fond la ville. Est-ce que vous diriez les uns et les autres que cette transformation, justement, elle est l'exemple type ou peut-être la référence d'une ville qui aujourd'hui est plus ouverte, plus verte, plus écologique, qui a favorisé la biodiversité par rapport à ce que c'était? Alors là, la question est ouverte. On peut mieux faire. Bordeaux peut mieux faire. Bordeaux a encore une grande marge d'amélioration. Bordeaux est sur le bon chemin, mais elle est loin d'être arrivée à atteindre les objectifs qui sont souhaitables. De mon point de vue, hein, je pense qu'on peut beaucoup mieux faire en matière de verdissement de la ville, de comportement écologique. Mais on est sur le bon chemin. Le fait d'avoir banni les désherbants chimiques dans les rues de Bordeaux, je trouve que c'est une excellente initiative de la municipalité bordelaise. Donc on est sur le bon chemin, sur la bonne voie. Mais il reste du chemin à parcourir. Le tramway, les aménagements, c'est un des éléments aussi qui concourent. Il y avait de gros besoins en matière de déplacement à Bordeaux. Donc effectivement, le tramway, c'est un plus et ça a été une avancée en matière de transport en commun importante. Je voulais quand même dire une chose, c'est que... Non, mais pas le transport. Je veux dire que le tramway, est-ce que ça concourt justement à rendre ces villes plus écologiques? Parce qu'on a été obligé, si on avait fait un métro, on aurait fait passer un tuyau en souterrain, on ne serait pas occupé de l'espace public. Le fait de faire quelque chose en surface a obligé à se poser la question de l'espace public et du réaménagement des espaces publics. C'est en ça que ça a été un élément intéressant, justement, par rapport à ces nouveaux aménagements publics. Mais quand même, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à Bordeaux, il y a 30% de la part modale, enfin des déplacements qui se fait en... Transport commun? En voiture. En voiture. Et il y a 15% en transport en commun, 13% en vélo et 40% à pied. Mais la place dans l'espace public de la voiture, les aménagements pour la voiture, c'est 70%. Donc vous voyez bien que le rééquilibrage qu'on a commencé à faire avec le tramway, il faut qu'il se poursuive. C'est-à-dire qu'il faut plus de place pour tout ce qui est déplacement doux, hein, les piétons. Il y a 40% de personnes, enfin de déplacements à Bordeaux, hein, je ne parle pas de la métropole, c'est moins, mais à Bordeaux, 40% qui se font à pied. Donc il faut soigner, il faut soigner les gens qui se déplacent. Il faut bannir les voitures de la ville. Il ne faut pas les bannir. Non, il faut qu'il y ait une juste cohabitation
pour tous les modes. Et là, je pense qu'il y a... Et tout ça, justement, ça ira aussi dans le sens de quartiers apaisés et de quartiers où on pourra réintroduire plus de végétal. C'est toujours plus agréable de se promener dans des allées plantées, dans des cheminements qui laissent plus de place, effectivement, au végétal, à la place de l'eau, comme on le disait, et voilà. Et au fait qu'on verra des oiseaux. On verra des oiseaux dans les arbres, de préférence adultes. Parce que quand on coupe un gros marronnier centenaire, on supprime, j'allais dire, des centaines de kilos de feuillage et on remplace ça par un jeune sujet qui représente quelques centaines de grammes de feuillage. Donc le rapport n'y est pas. C'est 1 pour 1, mais en matière de bénéfices pour la biodiversité, on a perdu 1000 et on a gagné 1. C'est pas le même rapport. Important. Parce que quand on dit on coupe mais on replante, oui on replante, mais avant que ce qui est planté atteigne l'efficacité à tout point d'un arbre adulte, il faut du temps. Je voudrais revenir avec vous, Elisabeth Chaumont. Votre association Saint-Augustin 2015 est créée en 2005 pour 10 ans. C'était au fond le mandat de cette association, 10 ans pour changer les choses. Donc cette association existe toujours, 4 ans après. Ça veut dire qu'il y a encore du travail. Vous n'avez pas changé complètement les choses. Mais est-ce que, comme le disait Marie-Claude Noël, dans votre quartier, parce qu'il y a des quartiers où peut-être les choses sont plus sensibles, est-ce que vous avez remarqué dans votre quartier qu'on vit mieux, que l'action de l'association commence à porter ses fruits, qu'il y a une sensibilité dans ce quartier différent? C'est pour ça qu'elle continue, parce que les gens ont envie de ça, ont envie de partager des choses, ont envie de vivre dehors, beaucoup, et cette association milite dessus. On fait vivre la place, et les gens ont envie de se rencontrer, ont envie d'être dehors, ont envie de bouger, et ça se ressent vraiment énormément. Donc il y a une envie de partage et de bien vivre. Et donc le quartier, du coup, évolue et est de plus en plus piéton. Il y a des aménagements pour les vélos qui sont assez incroyables et qui sont très bien maintenant. Donc c'est un peu partout dans la ville de Bordeaux et ça je trouve ça génial. Et plus ça c'est une politique de ville. Plus ça va continuer. De la mairie, voilà, tout à fait. Pour laquelle l'association a milité aussi, pour plus de vélos en ville. Tout à fait, oui, aussi. Et puis la place aux piétons aussi, bien sûr. Est-ce qu'on est en retard, vous qui voyagez un peu, est-ce qu'on est en retard par rapport à nos pays voisins? Est-ce qu'ils sont plus... Oui, vous dites oui, Marie-Claude Noël. Il y a du... par rapport à certains pays nordiques, je crois que oui. C'est la référence, les pays nordiques, c'est ça? Oui, quand même, ça revient souvent. On le voit beaucoup dans les reportages, on le revoit beaucoup où ils sont en avance là-dessus. Voilà. Ils ont beau avoir un temps épouvantable, ils sont à vélo, ils sont à pied. Après, c'est peut-être une politique aussi. Quand on met des rues qui favorisent les pistes cyclables, forcément les gens s'y mettent aussi. Et quand on s'y met, on s'aperçoit que finalement c'est bien parce qu'on est dehors, on est bien, on respire, on fait de l'activité, on s'y retrouve en fait, tout simplement. Alors je sais que pour certaines personnes c'est compliqué de prendre le vélo, donc on ne peut pas les bannir. Mais si on peut favoriser le déplacement doux, super, vraiment, allons-y. Et Marie-Claude Noël, vous disiez, on a encore à regarder chez nos voisins où ils sont un peu plus en avant, donc il y a plus cette conscience est plus, j'allais dire, plus évoluée ailleurs. Non, mais le vélo s'est beaucoup développé, on ne peut pas le nier, on le voit chaque jour en ville. C'est justement la mise en place du tramway qui a fait que les gens ont changé leurs habitudes et comme il était très difficile de se déplacer, ils se sont orientés vers le vélo. Mais pour que vraiment le vélo il puisse pleinement prendre sa place, il faut qu'il y ait 2 choses. Il faut qu'il y ait de la sécurité, parce que les gens ne se sentent pas en sécurité. Il faut qu'il y ait des continuités. Donc en fait, c'est vraiment la notion de réseau. Alors certes, on parle du vélo, développer le vélo, mais il faut vraiment ces 2 points de la continuité. C'est-à-dire que si on arrive au bout d'une rue et que pouf, il n'y a plus rien, qu'il faut descendre une marche de trottoir pour continuer, que la piste s'arrête, il n'y a pas cette notion ni de continuité, ni de sécurité. Et c'est de ça dont les gens ont besoin. Puis après, il y a la question du stationnement, après, il y a d'autres difficultés. Mais franchement, les 2 points les plus importants, c'est vraiment ça. Sur les nouveaux quartiers, j'y reviens. On a Gimco, par exemple, qui est un quartier qui est sorti de terre. Est-ce que c'est le bon exemple, un quartier qui est moderne, qui devait donc tenir compte de ces exigences? Est-ce que c'est le bon exemple pour vous? Alors, je pense que c'est un quartier qui est intéressant avec des choses plus ou moins... Après, c'est des questions, effectivement, d'architecture et de
de goût de chacun. Ça, c'est de l'esthétisme. Mais il y a eu des efforts qui ont été faits effectivement sur l'aménagement des espaces publics, la place du vélo, moindre place à la voiture. Il y a une réflexion à avoir quand même sur la question de la densité, plus ou moins grande densité, comment on gère ça. C'est-à-dire qu'il faut penser l'habitant dans son logement et dans son quartier, dans son immeuble. C'est-à-dire qu'il faut penser effectivement les vues qu'on peut avoir sur les voisins. C'est autant de choses qui ne sont pas toujours parfaitement abouties, me semble, à Ginko. Mais il y a des choses qui sont effectivement intéressantes. La question de la densité, c'est une vraie question. C'est vraiment l'équilibre à trouver entre densité qui à mon avis, vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut qu'il y ait une certaine densité en ville, précisément pour ne pas générer de l'étalement urbain à l'extérieur. Mais il faut que cette densité, elle soit maîtrisée, qu'elle soit... Est-ce qu'il faut construire en hauteur alors, c'est le bon équilibre, justement, entre densité et puis bien-être et respiration pour les habitants. Parce que la question de respiration, de cadre de vie et de densité, les trois choses doivent aller ensemble. Donc la hauteur, oui. La grande hauteur, alors effectivement, il y a un débat sur qu'est-ce que c'est la grande hauteur. Je pense qu'arrive un moment où un trop grand nombre d'étages n'est plus développement durable. Mais il faut monter. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester R+2 ou R+3. On peut aller plus haut. Mais il y a en même temps, Philippe Burdian, comment on fait? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent habiter en ville de plus en plus. Mais je pense que développement de la communauté urbaine. Ça pose le problème, justement, vous avez cité le mot, ça pose le problème du développement, et je dirais au-delà de la croissance. La planète est un monde fini. Je crois qu'il faudrait prendre conscience que le développement et la croissance ne peuvent pas être infinis dans un monde fini. C'est-à-dire qu'actuellement, la croissance du tissu urbain se fait au détriment des milieux naturels. C'est ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Or, les sols, ce n'est pas une denrée renouvelable, c'est une denrée limitée. Donc, au fur et à mesure que les villes croissent, elles croissent aux dépens de la campagne. Et j'allais dire, double peine sur les espaces qui restent, l'intensification des pratiques agricoles et sylvicoles réduisent encore plus la biodiversité. Donc il y a des problèmes à se poser en amont et des problèmes très graves qu'on aura beaucoup de mal à résoudre. Merci en tous les cas, merci à tous les trois d'avoir apporté votre témoignage, votre expertise sur cette idée d'une ville plus verte, plus harmonieuse, plus écologiste, plus respectueuse de l'environnement. Restez fidèles au débat doc de Noah. Merci à tous.